Donc juste quelques petits mots dans notre service de neuropédiatrie qui comporte 18 lits, qui est un service qui accueille toutes les pathologies neurologiques de l'enfant, épilepsie, MAV, AVC, leukodystrophie et maladies inflammatoires. Les maladies neuro-inflammatoires ont toujours été un axe de recherche fondamentale et de recherche clinique, d'abord impulsé par le professeur Marc Tardieu, et puis avec le premier plan national des maladies rares et l'arrivée de Kumaran Deva, a été créé le Centre national de référence des maladies neuro-inflammatoires de l'enfant en 2007, qui avait pour mission d'aide au diagnostic, d'aide dans la prise en charge, de poursuivre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Et dans cette approche s'intégrait forcément un programme de TP. Alors, comme on aime bien travailler ensemble, je vous montre l'équipe NIE. Donc, Kumaran Deva, qui est le coordinateur du centre, Mademoiselle Floréa Anka, qui est neuropsychologue, Lisiane Bourgès, sans qui on ne peut rien faire, la secrétaire médicale, Evelyne Hiver, l'assistante sociale, qui nous aide dans tout un tas de papiers que les docteurs ne savent pas faire, Carole Leroy, qui est ingénieure coordinatrice des essais cliniques, Vanessa Monin, qui est puéricultrice et qui est diplômée en sophrologie, et Mélanie et moi qui travaillons et qui faisons le programme de TP. Donc on travaille sur ce programme de TP depuis 2007. Initialement, on prenait en charge 9 enfants qui étaient âgés de 2 à 16 ans. C'était vraiment succinct. On n'appelait d'ailleurs pas ça de l'ETP parce que ça ne remplissait pas les critères qui étaient établi par l'ARS. C'était un hôpital de jour où on faisait uniquement une éducation au traitement, où on reprenait tous les effets secondaires qu'on pouvait rencontrer sur les différentes thérapeutiques disponibles chez l'enfant. Les sites d'injection et la nécessité de la rotation. On leur montrait toutes les techniques d'injection qui étaient en lien avec le choix du traitement. Ce qui a été difficile au départ, donc ça a été l'adaptation des doses thérapeutiques à la pédiatrie, puisque les labos n'avaient pas, il n'y avait pas de forme destinée aux enfants. Donc on a fait notre calcul de titration où il y avait, pour une meilleure tolérance du produit, on faisait quart de dose, demi-dose, trois quarts de dose et dose pleine. Et donc on se référait au V2, pour citer Avonex, pour être sur le quart de dose. D'ailleurs, c'est après la titration qui a été repris dans le monde des adultes, où on s'est rendu compte que du coup, il y avait une meilleure tolérance du produit. Et normalement, tous ces produits-là sont initiés avec cette titration. Petit à petit, donc, notre cohorte d'enfants a pris de l'ampleur. Donc, on est passé à 42 enfants. Pareil, on a travaillé un peu plus sur tout ce qui était support d'information et également qui nous permettait de prendre en charge ces patients, donc avec des fiches patients, des fiches liaison, des fiches d'évaluation de traitement pour avoir un regard plus large sur l'observance de leur traitement notamment. Il y a une infirmière qui a été formée à l'éducation thérapeutique avec la formation des 40 heures. Et on avait un entretien donc d'1 heure avec l'enfant et ses parents, où il y avait un rappel. Là, on reprenait donc un rappel des connaissances de la maladie, des symptômes, des effets secondaires. Donc, c'était un peu plus, on avait un peu plus poussé notre entretien comparativement à 2007. Il y avait donc la mise en place des objectifs éducatifs et d'apprentissage en lien avec le traitement choisi, la manipulation du matériel d'injection par l'enfant et ses parents, même si dans un premier temps, l'instauration du traitement est faite, même encore à l'heure actuelle, par une infirmière à domicile, mais l'éducation thérapeutique est quand même avisée pour que l'enfant devienne autonome. Et ensuite, à la fin de l'entretien, on mettait le traitement en route. En partenariat avec la Fondation ARCEP, lors d'une de nos journées que je vous présenterai un peu plus tard, il y a des parents qui ont fait allusion à un symptôme qui est à 80% retrouvé chez les enfants et également chez les adultes, c'était la fatigue. Donc, basé un peu sur la même forme que l'évaluation de la douleur, nous avons créé donc une échelle de la fatigue avec le petit lionceau Léo. Et avec le recul, on se rend compte que l'outil est largement utilisé et pas seulement dans la sclérose en plaques, mais également dans d'autres pathologies où la fatigue est largement retrouvée.
Donc voilà, c'est le même principe que l'échelle de la douleur, c'est entre 0 et 10. C'est également un outil qui est utilisé beaucoup par les professeurs des écoles dans les petites sections. Donc la prise en charge en 2016, donc à ce jour à peu près, donc on est à 52 enfants. Le personnel du service donc, est de plus en plus formé. Moi-même diplômée donc, d'un DU en ETP et le docteur Hélène Moret également diplômée en juin 2015 en éducation thérapeutique. On a plusieurs de nos collègues, donc Vanessa Monin, notre infirmière sophrologue qui est en cours de formation, des neurologues en plus et la cadre du service également. Et l'élaboration du programme de TP qui avance de plus en plus et on va peut-être en voir le bout dans pas longtemps. On va pouvoir enfin le déposer à l'ARS avec tout ce qu'il comporte. Donc on a travaillé et on a validé donc le parcours du patient. On a élaboré plusieurs séquences pédagogiques, que ce soit individuelles ou collectives, qu'on vous présentera juste derrière. Et la création donc, de multiples outils afin d'animer ces fameuses séquences destinées aux patients et à leurs familles. Alors, le parcours de nos patients, quand ils sont intégrés dans notre programme d'ETP qu'on a appelé ACCEP, c'est que ça commence par une consultation qui est faite auprès d'un neuropédiatre du service, soit parce que c'est un enfant qui est suivi dans le service, soit il est adressé par un autre pédiatre, soit c'est la famille qui prend un rendez-vous de consultation. Et lors de cette consultation, est annoncé, le plus souvent est confirmé, le diagnostic de sclérose en plaques. Il est alors proposé d'instaurer un traitement de fond et également proposé de participer au programme d'ETP. Une fois que les patients ont accepté d'entrer dans le programme, il est organisé 2 journées d'ETP. Une première journée qui commence par le diagnostic éducatif en entretien individuel, où est remis un questionnaire de connaissances qu'on a appelé CEPATOU, et puis 3 séquences pédagogiques individuelles, où EMA-CEP, CEP ou pas CEP, les traitements EMA-CEP. Le but de cette première journée est de reprendre des généralités sur la sclérose en plaques et puis de présenter la totalité des traitements qui sont disponibles, les différents interférons et la copaxone, pour que le patient puisse repartir au sein de la journée avec beaucoup d'informations. Il a quelques jours de réflexion où il va choisir le dispositif et le traitement qu'il va vouloir mettre en place. À ce moment-là, il envoie un mail à la secrétaire médicale et on lui envoie une ordonnance pour qu'il achète son traitement. Et ensuite, il vient une deuxième journée qui est une journée d'ETP et de mise en place et d'instauration du traitement. À cette journée, on reprend le questionnaire CEPATOU et il y a une séquence éducative qu'on a appelée traitement CEP et le traitement est instauré. Et puis, du fait du faible nombre de patients, il n'y a pas de séquences collectives qui sont proposées au cours de l'année. Les séquences collectives sont proposées au cours de la journée annuelle de la sclérose en plaques qui est organisée avec l'association ARCEP et qu'on vous présenterai un tout petit peu plus tard. Donc le questionnaire CEPATOU qui est donné à la première journée ETP, c'est un questionnaire qui est un questionnaire de connaissances qui va reprendre pas mal de choses assez généralistes sur la sclérose en plaques, pas mal d'idées reçues sur la sclérose en plaques. Il est remis donc à la première journée et il est repris à la deuxième journée d'ETP pour voir si les réponses aux questions ont un petit peu cheminé, voir si les idées reçues se sont un petit peu modifiées entre les 2 journées. Ça permet de réajuster et transmettre des informations et puis éventuellement de voir sur quoi il va falloir insister sur les séquences individuelles qu'on va proposer aux patients. Donc on a souhaité réaliser cette séquence pédagogique, les traitements et la CEP, pour que le patient soit en mesure de choisir lui-même son traitement. Parce que initialement, c'est vrai que c'était le neuropédiatre de référence qui orientait un peu le choix du traitement, toujours en fonction de la forme de la sclérose en plaques. Mais du coup, on a préféré quand même laisser le choix à l'enfant, en ayant toutes les données nécessaires pour faire son choix. Parce qu'initialement, il retenait uniquement le fait que ce soit une intramusculaire, soit une sous-cutanée, 1 fois par semaine, 3 fois par semaine. Donc, lors de cette première journée d'éducation thérapeutique,
Nous présentons donc la séquence les traitements et la CEP, où on a réalisé un petit guide simplifié de tous les traitements qui sont disponibles en pédiatrie, où on présente le type d'administration, la conservation, les effets secondaires, et on a les mallettes destinées, dédiées à chaque traitement, qui leur permet à l'issue donc de cette séquence de choisir eux-mêmes leur traitement. Et dans un second temps, donc sur la deuxième journée d'éducation thérapeutique, lorsqu'ils ont fait leur retour de choix de traitement, on reprend vraiment la spécificité du traitement choisi avec l'instauration du traitement avec l'infirmière du service, où on détaille vraiment spécifiquement le produit avec tout le contenant de la mallette où on retrouve tout le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser son traitement correctement. Et on remet à l'issue une fiche traitement spécifique au traitement choisi. Après, dans les autres séquences, on a choisi de reprendre aussi des généralités, encore une fois, sur la sclérose en plaques. Finalement, quand on pose la question aux enfants, ils savent très bien qu'ils ont eu des plaques au niveau du cervelet, d'un hémisphère, de la moelle. Mais quand on leur demande où est-ce que c'est finalement sur un schéma, on ne sait plus trop où ça se situe. Donc, on leur propose une séquence « Où est ma CEP ?», où on leur demande un petit peu de localiser les différentes régions du cerveau. Donc, on leur présente des planches anatomiques et on leur présente des étiquettes et on leur demande, pour toi, où est-ce que se trouve le nerf optique, le cerveau, la moelle épinière. Et on les fait parler un petit peu sur leurs plaques de démyélinisation. On leur demande, et toi, tes plaques, où est-ce qu'elles se situaient, quels symptômes ça pouvait donner. Et on leur présente également une gaine de myéline, parce qu'en pratique, ils savent que c'est une maladie démyélinisante, mais la gaine de myéline, on ne sait pas trop. Suite à cette séquence, il y a une deuxième séquence qui s'appelle CEP ou pas CEP, qui est une séquence où on va parler des symptômes. Donc on a un plateau, CEP ou pas CEP, et puis on va présenter aux patients différentes cartes symptômes, et on va leur demander de prendre une carte symptôme, de nous définir quel est le symptôme qu'ils ressentent face à cette carte, et de la poser soit sur un symptôme de CEP, soit ce n'est pas un symptôme de CEP. Ça nous permet de voir un petit peu et de reprendre avec eux quels sont les symptômes qu'ils ont déjà ressentis, ça ils s'en souviennent bien, et puis d'évoquer d'autres symptômes qu'ils n'ont pas encore eu mais qu'ils pourraient avoir. Et ça permet de définir aussi quelles sont les poussées, et puis que finalement entre les poussées on peut avoir des symptômes, la fatigue en fait partie, qui font partie intégrante de la maladie mais qui ne sont pas un signe de poussée. Donc ça permet de reprendre un petit peu quelle est cette maladie qui évolue par poussée mais dont on peut avoir des symptômes entre les poussées. Donc dans l'éducation thérapeutique, les parents, ils ont vraiment une place primordiale, notamment justement lorsqu'ils assistent également aux précédentes séquences éducatives, et notamment par rapport aux symptômes, comme vous présentez Hélène précédemment, puisqu'ils sont aussi eux-mêmes capables de repérer certains symptômes où l'enfant aurait tendance à minimiser, parce que derrière, on se dit, symptômes qui durent plus de 24 heures, ça veut dire hospitalisation, ça veut dire retour à l'hôpital, ça veut dire 3 jours d'hospitalisation. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui minimisaient les choses et qui ne disaient rien à leurs parents parce qu'ils ne voulaient pas avoir la contrainte de retourner à l'hôpital. Donc la place vraiment des parents, elle est vraiment primordiale dans cette éducation thérapeutique, parce que ça crée un environnement déjà favorable pour l'enfant. Je pense que ça les rassure que le parent soit là. Alors c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on se pose la question si l'adolescent veut ou pas que le parent soit présent dans l'intégralité de la séquence, puisqu'il y a des choses que il préfère peut-être pas dire aux parents. Ça permet aussi la présence des parents de déléguer progressivement les responsabilités, parce que ça peut être un relais à la maison de ce qu'on a pu leur apprendre et reprendre, nous, les messages qu'on a voulu leur faire passer, donc renforcer l'efficacité de l'apprentissage. Il faut quand même garder en tête que l'enfant, c'est quand même le premier acteur de sa vie, notamment dans un contexte de maladie chronique, parce que cet enfant, il devient adulte et qu'à un moment donné, le parent n'est plus aussi présent, même si dans une maladie chronique, comme on le disait précédemment, le parent restera toujours parent et ils ont toujours besoin de leur présence. Mais
Il faut aussi tenir compte des besoins des parents et de leur représentation pour qu'il y ait une meilleure observance du traitement de l'enfant, puisque malgré eux, c'est eux qui vont impulser des ados qui vont être réticents à vouloir mettre en place un traitement. Et si on a l'adhésion du parent, je pense que ce sera un peu plus facile pour que l'adolescent le mette en place et l'observe correctement. Donc, comme on vous disait, pour pouvoir mettre en application donc, nos ateliers collectifs, depuis la 5e édition, c'est réalisé donc, en 2007 en partenariat avec l'ARCEP. Donc, on fait des journées nationales de la sclérose en plaques pédiatrique où on essaye donc, tous les ans de changer de thème. On a abordé le sport, l'école, les traitements, la famille par rapport aux aidants. Et par la suite, pour 2017, on va certainement axer sur le thème de la transition, puisqu'on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui angoisse énormément nos adolescents, et enfin pas que nos adolescents, hein, même nous soignants, on a du mal à laisser partir des enfants conçus depuis de nombreuses années. Et donc, on essaie d'y travailler, quoi. C'est une journée qui permet d'échanger énormément de nos expériences. Quelqu'un disait que je pense que l'adhésion à quelque chose est d'autant plus fort et intense que si c'est quelqu'un qui est concerné par cette maladie, qui essaye de transmettre des informations. Donc très régulièrement, on fait intervenir des jeunes adultes ou des adultes atteints de la sclérose en plaques pour faire passer certains messages, notamment par rapport à la vie professionnelle ou ne serait-ce qu'avant aussi les études, ou même avec une maladie chronique, on est capable d'avoir un avenir et pouvoir réussir, quoi. Lors de cette journée aussi, ça permet à nous d'identifier les besoins des patients et de mettre par la suite en application peut-être la création de d'autres séquences pédagogiques, puisque nos séquences pédagogiques initiales ont été créées à l'aide de ces journées nationales de l'ARCEP. Et comme on vous disait, voilà, mettre en application donc, des ateliers collectifs d'éducation thérapeutique. Donc là, je vous présente la séquence qu'on a menée l'année dernière à la journée nationale de l'ARCEP de l'enfant en 2016 et qu'on va reprendre à la journée nationale de l'ARCEP de l'adulte en 2017. C'est une séquence qui fait intervenir un binôme parent-enfant, patient-accompagnant. Et en fait, à l'accompagnant, on va créer un handicap moteur et un handicap sensoriel en lui calant la main dominante dans le dos, en lui mettant un poids sur la jambe pour mimer un peu un déficit moteur, une sensation de lourdeur, en lui bandant les yeux ou en lui mettant des lunettes floutées pour évoquer un flou visuel. Et le patient, lui, va avoir le rôle d'aidant. Et on leur fait faire plusieurs ateliers. Donc, Kim Gu, les yeux fermés, il faut retrouver un goût. Kim Sang, les yeux fermés, il faut retrouver une odeur. Kim Pick, c'est une séquence de motricité fine et de rapidité, où c'est un pegboard en fait pour les ergothérapeutes, où on va enfiler des tiges dans des trous. Kim Bip, c'est une main avec un fil de fer, et si on touche le fil de fer, ça bip. Et Kim Course, qui est un parcours avec des cerceaux, des plots à contourner. Le but de cette séquence, c'est que pour les accompagnants, c'est de se rendre compte de ce que c'est qu'un handicap moteur et un handicap sensoriel et des difficultés qu'on peut ressentir, ne serait-ce que pour s'asseoir sur une chaise, de se rendre compte de combien c'est difficile de demander de l'aide et de se sentir dépendant, et puis se rendre compte qu'il faut attendre qu'une aide soit demandée et qu'il ne faut pas forcément devancer cette demande pour ne pas entraver l'autonomie. Et pour les patients, ça leur montre qu'il faut, pour avoir une aide adaptée, il faut peut-être bien la formuler, et que le but, c'est qu'en fait, au moment des poussées, qu'il y ait une meilleure communication entre le patient et l'accompagnant. Comme autre séquence pédagogique collective, depuis que Vanessa, l'infirmière puéricultrice, est diplômée en sophrologie, on a essayé, lors de la dernière journée nationale de la sclérose en plaques, de mettre en application donc, la séquence Zen-MACEP, donc autour de la sophrologie, ce qui permet aux patients d'avoir des techniques de relaxation et de détente pour les intégrer dans leur vie de tous les jours. Et on a été agréablement surprise que vraiment les adolescents ont complètement adhéré à cet atelier, et on aimerait bien recréer en dehors de cette journée nationale, le refaire dans le service avec un petit groupe pour pouvoir développer cette pratique.
Donc, nos objectifs, c'est d'obtenir la validation de notre programme d'éducation thérapeutique en 2017. On y croit, hein, ça fait 8 ans qu'on travaille dessus, ça va se faire, je pense. Le projet, c'est de mise en place d'une consultation d'éducation thérapeutique infirmière. Ça, je pense que c'est plutôt au long cours qu'on voit ça. C'est formaliser la prise en charge globale des traitements et de l'éducation à l'ensemble des infirmières du service. En plus, voilà, que tout le monde sache de quoi on parle et pouvoir faire un retour de tout ce que nous, on a pu apprendre lors de nos formations. C'est ouvrir à d'autres projets d'éducation thérapeutique en neuropédiatrie et la réflexion sur le passage du dossier de l'enfant en neurologie adulte où voilà, on s'est rapproché de la Salpêtrière avec le projet JUMP qui s'est mis en place. Et je crois qu'un de nos premiers patients va bénéficier de ce projet dans pas longtemps. Comment c'est valorisé sur le plan financier, le TP? Parce qu'il me semble qu'il n'y a rien, si je ne me trompe pas. Alors pour le moment, encore moins que... Voilà, parce qu'on n'est encore pas reconnu par l'ARS, vu qu'on n'a pas encore déposé notre dossier. On n'est pas encore validé et reconnu comme programme d'éducation thérapeutique. Mais je crois que sinon, il n'y a pas trop... non, alors c'est un des gros problèmes, c'est qu'il y a eu pendant longtemps des financements ARS, mais ces financements, pour la plupart, c'est fini. Il y en a quasiment plus, sauf des plans très ciblés. Par exemple, on a reçu il y a 3 jours un mail nous disant qu'il allait y avoir un financement pour de l'éducation thérapeutique, mais dans le Parkinson, telle autre maladie, enfin vraiment des choses très ciblées sur des plans, et on a beaucoup moins de financement. Là, actuellement, c'est fait avec du personnel centre de référence ou c'est du personnel par le biais de l'hospitalisation et du fait que ce soit en hospice de jour? Non, c'est... moi, je suis en salle, moi, je suis infirmière et je suis en salle. Et on essaye de détacher de temps en temps. Donc c'est tarifé sur l'activité, donc c'est pris par les hôpitaux sur l'activité, et ça fait partie des choses sur lesquelles on peut avoir des inquiétudes sur la nouvelle circulaire frontière qui est parue le 28 février dernier, dont on n'a pas encore tous les détails, mais qui remet en cause toutes les caractéristiques des hospitalisations de jour et pour lequel un certain nombre d'activités, notamment concernant les maladies rares, risquent d'être mises en cause. Et ça, c'est une discussion que l'on a avec les médecins conseils des sécurités sociales qui viennent faire des contrôles dans les hôpitaux, c'est qu'ils commencent de plus en plus à avoir la tendance de dire « vous, les maladies rares, vous touchez de la MIG. Donc, on va vous restreindre votre T2A », ce qui est un non-sens. Mais on est confronté à ça. Et cette année, il y a eu même une volonté particulière de la CNAM d'aller taper sur les maladies rares, entre guillemets. C'est-à-dire que les médecins conseils qui, cette année, ont été dans les hôpitaux pour faire les contrôles, comme il y en a dans chaque année dans les hôpitaux de la tarification à l'activité, avaient parmi leurs cibles les hospitalisations de jour des maladies rares. Et avec des arguments très clairs en disant « vous touchez de la MIG ». Donc, nous, on a des objectifs nationaux, et ben on va taper sur vous puisque vous avez de l'argent par ailleurs, ce qui est bien sûr un non-sens. J'en profite puisqu'on parle de financement pour dire l'inquiétude que j'ai tout de même dans la relabellisation des centres de référence sur le fait qu'un certain nombre de directions financières de CHU se sont d'ores et déjà positionnées de la manière suivante: si vous avez été capable de répondre à l'appel d'offres, ça veut dire que vous avez déjà les moyens d'avoir l'activité. Donc si vous recevez la MIG, c'est juste pour nous rembourser de ce qu'on vous a déjà avancé puisque vous êtes capable de répondre à l'appel d'offres. Si vous avez une file active, il faut 300 patients de file active pour répondre. Si vous avez une file active de 300 patients, ça veut bien dire qu'on vous donne les moyens de suivre 300 patients. Donc si on touche de l'argent pour cette activité-là, c'est juste pour compenser le trou de l'hôpital. Il y a plusieurs directions financières d'hôpitaux qui se sont positionnées comme ça. Donc ça, on va avoir besoin de revenir. J'ai déjà alerté l'Alliance Maladies Rares à la réunion qu'il y avait au Sénat il y a quelques semaines. Il y a vraiment un point d'alerte extrêmement important. Et ne croyez pas que parce qu'on est dans quelque chose d'administratif, de hiérarchique, il y a la possibilité de donner la moindre contrainte au directeur d'hôpitaux. Il y a une chose qui est l'indépendance de gestion d'un directeur d'hôpital, qui est actuellement quelque chose de sacré en termes de finances publiques. Parce qu'on ne peut pas donner un ordre à un directeur d'hôpital de dépenser de l'argent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des influences, il peut y avoir mais absolument aucune obligation. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent de leur budget.
Et là, il y a vraiment un point d'alerte à avoir. Une question sur l'éducation thérapeutique, oui, Juliette. J'ai été très très intéressée par votre présentation et je trouve que c'est un très très beau travail. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle d'éducation thérapeutique. Qui dit thérapeutique, et là on le voit avec votre exemple, vous proposez 2 molécules. Dans la plupart de nos pathologies, il n'y a pas de molécules à proposer. Donc il faudrait peut-être par la suite, pour nous en tout cas, appeler ça autrement et en même temps réfléchir sur ce qu'on pourrait mettre en place, sûrement sur une prise en charge précoce, ou tout du moins que les gens, les ados, on parlait d'ados, de jeunes adultes, acceptent de faire de l'orthophonie, la kiné, etc. Parce que là aussi, la plupart du temps, ils n'en voient pas la nécessité jusqu'au moment où il aurait fallu faire ça avant. Donc sans doute qu'il faudrait qu'on se réunisse et qu'on réfléchisse à quels aspects d'éducation bénéfique pour le patient, on devrait faire. Et là, on est clairement dans les missions de la filière. La filière est là, ça fait partie des objectifs qu'on a positionnés pour les années qui viennent, c'est d'aider la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique, d'autant qu'on sait que les financements ne vont plus exister. Alors thérapeutique, c'est vrai que c'est un vilain mot, mais alors éducation, ils n'aiment pas non plus du tout. Encore moins. Voilà. Encore moins. Une dernière question d'Odile et puis on passe à Marcella. Plus qu'une question, c'est juste un commentaire. La prise en charge au quotidien d'un patient pour ses problèmes digestifs, pour ses problèmes de nutrition, qu'on a beaucoup, ces problèmes bien sûr de prise en charge kiné, est une vraie thérapeutique. Qu'on arrête de dire que ce n'est pas des thérapeutiques. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de médicaments que vous n'avez pas de thérapeutique. Par contre, la prise en charge en éducation thérapeutique de ce type d'approche, puisque nous, on a essayé, puisqu'on a une grosse structure d'éducation thérapeutique à Robert Debré, beaucoup sur le diabète, la nutrition entérale, etc. C'est très compliqué et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que votre éducation thérapeutique médicamenteuse. Donc, il y a une vraie difficulté et cette difficulté est d'autant plus importante que ça nécessite des intervenants un peu plus longs et un peu plus complexes. Et alors là, si on n'a plus du tout la prise en charge par l'hôpital de jour, ce qui est le cas, et je rappelle quand même qu'à l'assistance publique, les MIG pour les maladies rares, non, nous n'en avons jamais vu la couleur. Rien.